Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Dans ce nouvel épisode, aujourd'hui, nous plongeons dans la vie d'un homme hors du commun, un Américain exilé en Europe, dandy jusqu'à la moelle, provocateur assumé, génie incompris de son vivant et figure tutélaire de l'art moderne. Son nom ? James Abbott McNeill Whistler. Un nom qui sonne comme une mélodie, et ce n'est pas un hasard, car Whistler lui-même pensait la peinture comme de la musique. Installez-vous confortablement, car son histoire est aussi romanesque que ses toiles sont envoûtantes. James Abbott McNeill Whistler naît le 14 juillet 1834 à Lowell, dans le Massachusetts. Son père, George Washington Whistler, est ingénieur des chemins de fer. Sa mère, Anna Matilda McNeill, est une femme pieuse et rigoureuse dont le portrait deviendra l'un des tableaux les plus célèbres de l'histoire de l'art occidental. Mais nous y reviendrons. En 1842, le père de Whistler est appelé en Russie pour travailler sur le chemin de fer de Saint-Pétersbourg. Le jeune James s'inscrit alors à l'Académie impériale des beaux-arts et apprend le français. C'est donc dès l'enfance que le futur peintre baigne dans une atmosphère cosmopolite entre l'Amérique puritaine et l'Europe raffinée. Après la mort de son père en 1849, Whistler et sa mère rentrent à Pomfret, dans le Connecticut. Il entre à l'école locale avant de s'inscrire à l'Académie militaire de West Point. C'est là que la destinée aurait pu prendre un tout autre tournant. Whistler, sous l'uniforme, l'épée au côté, l'image prête à sourire, et d'ailleurs, ça ne dure pas longtemps, Whistler étudie à West Point sans aucun succès, sauf dans les cours de dessin. Il est finalement renvoyé. La légende veut que ce soit en partie à cause d'une erreur en chimie où il aurait classifié le silicium comme un gaz. Une anecdote qu'il racontera plus tard avec délectation, ajoutant « Si le silicium avait été un gaz, je serais peut-être devenu général ». L'échec militaire devient en somme la plus belle chance de l'art. Après son renvoi de l'académie militaire, il rejoint brièvement la marine américaine comme cartographe, expérience qui lui permet de développer une passion pour la technique de la gravure. Puis, en 1855, il fait le grand saut. Il s'installe à Paris, ville de tous les possibles, ville de la modernité artistique. À Paris, Whistler entre dans l'atelier du peintre académique Gleyre, le même où Monet et Renoir feront leurs premières armes quelques années plus tard. Mais Whistler est trop indépendant pour se conformer à l'académisme. Pendant ses années de formation à Paris, dans les années 1850, il est influencé par les idées du poète Charles Baudelaire, selon lesquelles les artistes devaient prendre leur sujet dans la vie moderne et chercher une nouvelle beauté dans les villes grouillantes. Il fréquente aussi les cercles réalistes, se lie avec Gustave Courbet, s'enthousiasme pour Velázquez et découvre l'estampe japonaise. Ce qu'on appellera le japonisme, qui va profondément marquer son esthétique. Sa première grande série de gravures est acclamée par la critique, mais les ventes restent décevantes. À la recherche de mécènes plus généreux, il s'installe à Londres en 1859. Londres, avec sa Tamise brumeuse, ses quais enveloppés dans le brouillard, ses lumières tremblantes reflétées dans le fleuve, tout cela va nourrir une esthétique unique, une peinture de l'atmosphère et du silence. Whistler ne serait pas tout à fait Whistler sans ses amours tumultueuses, et la première grande histoire de sa vie amoureuse porte un nom, Johanna Heffernan. Johanna Heffernan et James Abbott McNeill Whistler se rencontrent à Londres en 1861. Il tombe instantanément sous le charme de sa remarquable chevelure rousse et de son caractère affirmé. Et le couple s'installe bientôt à Paris, où Heffernan devient la muse, la compagne et le modèle de prédilection de Whistler. Johanna gère les comptes de Whistler, organise leur vie domestique et agit comme une source d'inspiration sans limite, tout en étant elle-même artiste à part entière. C'est elle qui pose pour la Symphonie en blanc numéro 1, connue aussi sous le titre « La jeune fille blanche ». Ce portrait est rejeté à la fois par la Royal Academy de Londres et par le Salon français. Le tableau refusé apparaît sous le titre
La jeune fille blanche au Salon des Refusés en 1863, aux côtés d'œuvres d'autres artistes d'avant-garde, dont Édouard Manet. Bien qu'il soit raillé par les plus conservateurs, il est aujourd'hui considéré comme un jalon essentiel de l'art moderne. La relation avec Johanna se heurte à des zones d'ombre. Lors d'un séjour en Normandie avec Courbet, Johanna pose pour Courbet, qui l'a peint dans le tableau Le Sommeil. Il a été largement suggéré qu'une brève liaison se serait nouée entre eux à cette période. On ne sait pas exactement comment Whistler vécut cet épisode, mais la relation avec Johanna ne s'en remit jamais totalement. Vers 1872, une toute jeune modèle entre dans la vie de Whistler, Maud Franklin. Alors, âgée d'une quinzaine d'années, elle devient peu à peu sa nouvelle compagne et modèle principale. Johanna, affectueusement surnommée Tantine Jo par l'entourage, reste cependant liée à Whistler par des liens complexes d'amitié et de loyauté. À Londres, Whistler développe une théorie esthétique révolutionnaire pour son époque. La peinture doit se libérer de la narration, du message moral ou littéraire. Elle doit, comme la musique, exister par elle-même, pour l'harmonie des couleurs, des formes et des tons. C'est pourquoi il intitule ses tableaux « Symphonie »,« Nocturne » ou « Arrangement », en leur attribuant des nuances de couleurs plutôt que des titres anecdotiques. Whistler établit une corrélation artistique entre l'arrangement des notes pour un musicien et le déploiement de la couleur et du ton par le peintre. Selon lui, les arts se rejoignent. Sa première grande toile landonienne date de 1859, au piano, composition étudiée à la touche fluide. Refusée lors d'un grand salon, l'œuvre fut exposée en 1860 à la Royal Academy, ce qui marqua le début de la carrière anglaise de Whistler. Puis vient le portrait le plus célèbre de l'histoire américaine, ou presque. En 1871, Whistler peint sa mère, Anna Matilda, assise de profil dans une robe noire, les mains posées sur les genoux, un tableau accroché au mur derrière elle. Il intitule cette œuvre Arrangement en gris et noir numéro 1. Le monde entier la connaîtra sous le nom de La mère de Whistler. Ce tableau est aujourd'hui un portrait vénéré et souvent réinterprété de la maternité. Il est conservé au musée d'Orsay à Paris, où il accueille chaque année des millions de visiteurs. En 1876, Whistler reçoit une commande qui va devenir l'une de ses réalisations les plus spectaculaires. Il est chargé de la décoration de la galerie de porcelaine de la demeure londonienne de Frederick Leyland, ce qui deviendra la Peacock Room, la salle des pans. Lorsque Leland lui demande d'apporter quelques modifications mineures à sa salle à manger, conçue pour mettre en valeur sa collection de porcelaine, Whistler accepte avec enthousiasme. Mais les modifications s'avèrent bien plus importantes que prévu, et un différend sur le paiement éclate. Whistler transforme tout l'espace en un chef-d'œuvre de fusion artistique anglo-japonais, sans véritable accord de son commanditaire. Le résultat est prodigieux. La relation avec Leland est définitivement brisée. Aujourd'hui, la Peacock Room est aujourd'hui reconstituée à la Freer Gallery de Washington. Et maintenant, l'épisode le plus savoureux et le plus douloureux de la vie de Whistler, l'affrontement avec le célèbre critique d'art John Ruskin. En 1877, Whistler expose ses nocturnes à la Grosvenor Gallery de Londres. Parmi toutes les toiles exposées, Nocturne en noir et or. La fusée qui retombe fait scandale. Ruskin, ne parvenant pas à comprendre ce que le tableau représente, compare l'œuvre à un pot de peinture très cher jeté au public. Whistler, dont le caractère ne souffre aucune attaque sans réplique, attaque Ruskin en diffamation. Le procès en 1878 est le spectacle de l'année à Londres. Toute la haute société se précipite pour voir les dandys américains se mesurer au grand pontife de la critique britannique. Au procès, l'avocat de Ruskin interroge Whistler. « Combien de temps vous a-t-il fallu pour peindre ce tableau ?»« Une demi-journée, » répond Whistler. « Ainsi, vous facturez 200 guinées le travail d'une demi-journée ?»« Non, mais pour l'expérience d'une vie, » réplique Whistler. La salle applaudit. C'est de l'art verbal. Whistler remporte le procès, mais à la Pyrrhus.
Il reçoit une indemnisation symbolique d'un farthing, mais le procès lui a coûté 1000 livres, plus les dépenses. Après son procès contre John Ruskin, Weasley est en faillite. Il perd sa maison, ses meubles, ses collections, c'est la ruine. Mais Weasley est du genre à rebondir. L'année suivante, en 1879, il reçoit une commande de la Fine Art Society de Londres pour produire une série de gravures de Venise. Il y passe une quinzaine de mois, vivant dans des conditions modestes et liant amitié avec une communauté admirative de jeunes peintres américains. Il réalise plus de 50 gravures vénitiennes et 90 pastels. Venise le régénère. Il en revient transformé et ses pastels vénitiens font l'admiration de tous. Tout au long des années 1880, Weasley publie ses théories esthétiques, donne des conférences, polémiques avec tout ce que Londres compte de critiques. Il publie 2 livres qui détaillent ses pensées sur la vie et l'art. 10 O'Clock Lecture, 1885, et The Gentle Heart of Making Enemies, 1890. Ce dernier titre résume à lui seul le personnage, un homme qui fait de ses inimitiés une forme d'art. En 1888, Weasley propose soudainement le mariage à Beatrice Godwin, veuve d'un architecte qui lui apporte stabilité, ordre et des relations favorables auprès des mécènes. Weasley l'appelle tendrement Trixie. C'est le seul mariage officiel de sa vie. Béatrice est elle-même artiste et designer. Leur union est une véritable complicité créative. Ils vivent entre Paris et Londres et Weasley connaît enfin la reconnaissance internationale. Il est élu à l'Académie royale des beaux-arts de Munich et reçoit la Légion d'honneur. Mais le bonheur est de courte durée. Béatrice est atteinte d'un cancer. En 1896, Weasley et sa femme séjournent de février à avril à l'hôtel Savoy avant de rejoindre Hampstead, où elle meurt le 10 mai. Weasley est effondré. Au cours des 7 dernières années de sa vie, son style devient de plus en plus minimaliste. Il voyage, enseigne, fonde même une école de peinture à Paris, mais l'élan créatif s'est brisé. L'homme sans peur devant la critique se révèle incapable de survivre à la perte de celle qu'il aimait. James Abbott McNeill Weasley meurt le 17 juillet 1903 à Chelsea, le quartier londonien qui l'avait accueilli 40 ans plus tôt et dont il avait peint la Tamise avec une sensibilité inégalée. Il avait 69 ans. Il laisse derrière lui une œuvre considérable, des peintures à l'huile, des aquarelles, des pastels et une œuvre gravée qui le place parmi les plus grands maîtres de la gravure du XIXe siècle. Sa signature, un petit papillon stylisé avec un long dard comme queue, est reconnaissable entre toutes. Cet emblème réunit 2 aspects de sa personnalité, la délicatesse subtile de son art et le caractère combatif de sa vie publique. Son héritage est immense et multiforme. Nombre d'artistes vont le pasticher, s'en inspirer, l'admirer et le réinterpréter. Ses nocturnes préfigurent l'abstraction lyrique. Ses théories sur l'art pour l'art, l'idée que la beauté est autosuffisante et n'a pas besoin de justification morale ou narrative, irrigueront tout le symbolisme et une large part de l'art du XXe siècle. Son portrait de Robert de Montesquieu-Wezensac, l'un de ses derniers tableaux, aurait même influencé Marcel Proust dans l'élaboration des personnages du baron de Charlus et du peintre Elstir dans À la recherche du temps perdu. Et puis, bien sûr, il y a la mère de Weasley, conservée au musée d'Orsay, qui est devenue une icône mondiale, représentée, parodiée, célébrée, affichée sur des millions de cartes postales. Un tableau qui ne s'intitulait pas « Portrait de ma mère », mais « Arrangement en gris et noir numéro 1 ». Comme pour nous rappeler que, pour Weasley, même l'amour filial se lit d'abord comme une harmonie de couleurs. Alors, voici la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Pensez-vous que l'art doit toujours dire quelque chose, transmettre un message, raconter une histoire, défendre une cause, ou peut-il exister simplement pour la beauté qu'il crée, comme le voulait Weasley? Et vous savez quoi? Je crois que la réponse de Weasley lui-même serait « Ces 2 visions ne sont pas contradictoires.
Quand une harmonie de tons bleutés sur la Tamise nous touche en plein cœur, elle dit quelque chose de profond sur notre rapport au monde. Elle le fait juste sans mots, et c'est peut-être cela, la plus haute forme d'art. Merci d'avoir voyagé avec moi dans la vie tumultueuse et magnifique de James Abbott McNeill Whistler, un homme qui a fait de ses combats une œuvre et de ses toiles une musique silencieuse. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.